Tremblement de terre au Salvador, il y aurait des centaines de morts, l'aide internationale s'organise. Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev se sont retrouvés aujourd'hui en Islande, optimisme réservé des deux parties quant au résultat de cette rencontre sur la limitation et l'arrêt des essais nucléaires. Un haut fonctionnaire du ministère ouest-allemand des Affaires étrangères assassiné à Bonn. L'assassinat a été revendiqué par une organisation d'extrême gauche, les proches des anciennes fractions Armée Rouge. Nous sommes le samedi 11 octobre 1986. Cela fait 568 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. 507 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 217 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et pour Camille Sontag, 157 jours de détention. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. La terre a tremblé à plusieurs reprises hier au Salvador. Les pays voisins du Guatemala et du Honduras ont été légèrement touchés, mais c'est surtout à San Salvador que les dégâts et le nombre des victimes sont très importants. Très vite, les secours se sont organisés. Dans le centre de la capitale salvadorienne, les secouristes fouillaient les décombres aujourd'hui pour retrouver des survivants. Commentaire Dominique Thiers. Sur des milliers de visages, la peur panique, l'effondrement. C'était quelques minutes après la catastrophe. Hier, la première secousse a duré 10 secondes. 10 secondes qui ont pratiquement détruit la ville. Et puis parfois, le miracle. Mais pour une personne sauvée des décombres, des centaines d'autres enfouis sous des tonnes de béton. Car c'est à la main, pierre par pierre, avec des sauts dérisoires, que les Salvadoriens luttaient contre la mort. Aujourd'hui, dans le monde entier, les équipes de secours se sont mobilisées de France, d'Angleterre, d'Espagne, des États-Unis. L'aide internationale a pris le relais, emportant dans des dizaines d'avions des chalumeaux, des couvertures, des tentes, du matériel médical. La ville, San Salvador, est sans électricité, sans eau, sans téléphone. Le bilan est encore impossible à faire. 1000 morts annoncent certaines radios salvadoriennes, 250 selon d'autres observateurs. Une trentaine de corps d'enfants ont été retirés des décombres d'une école. 700 personnes ont déjà été hospitalisées. Écoutez le témoignage du correspondant de l'agence France-Presse à San Salvador. Dans la nuit de vendredi à samedi, régulièrement marquée par des secousses de plus faible intensité, la plupart des habitants de la capitale ont préféré coucher dehors, que leur maison ait été détruite ou qu'ils craignent de la voir s'effondrer sur eux. Par chance, pour la première fois depuis des semaines, il n'a pas plu. Les sauveteurs concentrent leurs efforts sur les décombres d'un immeuble de 5 étages, complètement effondré et sous lequel demeurent prisonniers plusieurs dizaines de personnes. Les organisations humanitaires françaises, Dominique Thiers le disait, comme Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Action d'urgence internationale, la Croix-Rouge, le Secours populaire notamment, se sont mobilisés, beaucoup d'autres aussi. Le Premier ministre et le Président de la République ont adressé un message au président salvadorien pour lui assurer que la France apporterait tout le soutien nécessaire. La terre a également tremblé non loin de la Grèce et peut-être en Turquie, mais il n'y a pas de victimes. En Islande, à Reykjavik, 11 mois après leur première rencontre à Genève, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev ont de nouveau utilisé leurs sourires les plus avenants et leurs poignées de main les plus franches pour illustrer le début d'un sommet consacré essentiellement au désarmement. Pas d'informations précises sur le contenu de ces entretiens Reagan-Gorbatchev, mais un ton, un climat qui permet l'utilisation des termes optimisme mesuré. En Islande pour Antenne 2, Jacques Abouchard. La scène de la poignée de main, les deux grands l'avaient déjà jouée à Genève en novembre 85. Les retrouvailles ont par définition un air de déjà-vu. Donc, en se calant dans leur fauteuil, avant une série d'entretiens étalés sur 2 jours, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev étaient conscients de l'importance de l'enjeu. Je suis toujours optimiste, déclare d'abord le président américain. Le leader du Kremlin note pour sa part: nous avons une foule de problèmes à discuter. Il a lui-même fixé sa priorité absolue, un accord sur l'interdiction des essais nucléaires. C'est vraiment le premier choix pour Moscou qui a suspendu ses expériences depuis plus d'1 an.
Geste de pure propagande a longtemps déclaré Washington. Et puis hier, Ronald Reagan a un peu changé de registre. Il veut bien renoncer aux essais nucléaires, mais par étapes et à condition qu'il y ait un contrôle rigoureux. Il est même prêt à encourager le Sénat américain à ratifier 2 accords datant de plus de 10 ans. La première réaction des Russes était plus que tiède, ils parlaient ouvertement de manœuvre. Il ne faut pas en conclure que c'est l'impasse, encore moins l'échec. Les 2 hommes vont déployer des trésors d'imagination pour aboutir à un résultat positif. Mikhail Gorbatchev, parce qu'il a pris l'initiative de ce rendez-vous islandais, et Ronald Reagan, parce qu'il tient à son sommet, le vrai, aux États-Unis, à condition de ne pas le payer d'un prix excessif, c'est-à-dire par des concessions majeures. Et parmi les centaines de journalistes venus suivre cet événement à Reykjavik, le représentant de l'hebdomadaire américain US News and World Report, Nicolas Danilov. Celui qui fut arrêté à Moscou sous l'accusation d'espionnage a donc repris symboliquement son travail pour un sommet USA-URSS, un instant compromis par sa détention. Nicolas Danilov, interrogé par Jacques Abouchard. Je travaille normalement et... Normalement, ça doit être un peu difficile quand on s'appelle Danilov aujourd'hui, non? Enfin, plus ou moins, j'essaye de travailler normalement. Après tout, c'est ma profession de suivre les événements soviéto-américains, et j'espère quand même faire un bon travail. Ben, on a même trouvé que vous les suiviez un peu trop, les événements soviéto-américains. Alors, les Russes, les retrouver à Reykjavik, ça vous fait quel effet? Évidemment, on ne sait pas exactement quelles seront les relations. Mais je dis toujours que nos grands pays doivent se parler, au sommet et sur tous les niveaux. Alors moi, il me semble que j'ai un devoir de parler aux Russes, et j'espère qu'eux, ils vont comprendre et qu'on va se parler quand même. Alors, vous leur avez parlé déjà? Vous les avez approchés ici? Un petit peu. Et quelles sont leurs réactions? Enfin, pour le moment, c'est très gentil, c'est très poli, aucune substance, évidemment, mais on se parle, et ça c'est bien. En République fédérale allemande, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères a été assassiné à Bonn hier soir. L'assassinat a été revendiqué par le Front révolutionnaire de l'Europe de l'Ouest, utilisant le nom d'une ancienne militante des fractions Armée Rouge, une militante qui s'était suicidée en 1977 à Munich. Commentaire de notre correspondant à Bonn, Michel Meyer. Le chef du département politique des affaires étrangères de Bonn a été lâchement attaqué par 2 tueurs à la mitraillette alors qu'il sortait paisiblement de son taxi vers 22h30 de retour de son bureau. Il a bien tenté d'échapper à ses assassins, mais ces derniers l'ont poursuivi jusqu'au seuil de sa maison avant de l'abattre à bout portant. Quelques dizaines de minutes plus tard, à quelques pas devant l'ambassade de Tchécoslovaquie, on trouvait la lettre revendiquant l'attentat au nom d'Ingrid Schubert, une ancienne de la fraction Armée Rouge. Aux affaires étrangères, von Braunmühl était chargé des dossiers OTAN et Est-Ouest. Fonctionnaire brillant, il n'était pas suffisamment haut placé dans la hiérarchie pour mériter une haute protection policière. C'est ce qui lui a valu d'être la cible des tueurs terroristes après les industriels Zimmermann et Beckurt à Munich et le général Audran à Paris. Avec von Braunmühl, les terroristes ouest-allemands sont donc passés du monde industriel et militaire au monde diplomatique et politique. À 100 jours des élections générales, cela souligne bien entendu une escalade de la terreur à l'allemande. Reste que la réponse de Bonn ne changera pas. Action policière et poursuite. Sans illusion, car on sait trop bien ici que par le renouvellement des générations, il pousse sans cesse de nouvelles têtes à l'hydre terroriste. On pourrait appeler cela l'effet Dumas. Depuis l'élection surprise de Roland Dumas, socialiste, à la présidence de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, les commentaires aigres-doux au sein de la majorité n'ont pas manqué, le Premier ministre ayant stigmatisé ceux qui n'avaient pas respecté le mot d'ordre d'union. Aujourd'hui, Jacques Chirac, qui s'adressait aux membres du Club 89, réduisait à un incident cette élection de M. Dumas. Un incident, selon M. Chirac, qui ne met pas en cause l'unité de la majorité. Certains, naturellement, dans l'opposition, se plaisent à dire « mais la majorité n'est pas si solide, elle est divisée, elle va éclater ». Ils se trompent. Ils se trompent. Alors naturellement, notre majorité n'est pas taillée au cordeau, elle n'obéit pas au sifflet. Elle est composée comme il se doit dans une démocratie majeure,
chez des gens qui pensent, elle est composée d'un certain nombre de courants. C'est vrai. Mais ces courants ont aujourd'hui acquis la maîtrise de leur expression et la conviction de l'exigence des solidarités. Et il n'y a pas lieu de penser, même si ici ou là un incident intervient, que cela puisse être remis en cause. Et donc ceux qui laissent compte, je le répète, se trompent. Alors, Jean-Louis Le Senne, hier, M. Chirac se fâche, aujourd'hui, il minimise. Oui, le moment de colère passé, un moment de colère légitime pour le chef de la majorité, il était nécessaire aujourd'hui de calmer le jeu et de faire comme si l'affaire Stasi-Dumas n'était qu'un incident de parcours. Parce qu'arrivent à l'Assemblée des projets autrement plus importants que la simple élection d'un président de commission, et que pour ces projets de loi, notamment le budget, Jacques Chirac aura bien besoin de ressouder la totalité de la majorité gouvernementale autour de lui. Pas la peine donc de tomber dans l'invective, d'autant plus qu'RPR et UDF semblent s'être rendus compte de la bourde commise. Ensuite, parce qu'il sait que plus l'échéance présidentielle approche, plus les risques de perturbation dans le ciel majoritaire sont importants. Giscard montre le bout du nez, Barre se positionne, Léotard ajuste son starting block, beaucoup de monde, on le voit, à l'UDF. Au RPR, pendant ce temps, Chirac peut jouer la sérénité, il n'y a qu'un candidat, lui. Enfin, troisième explication, à qui sert la cohabitation? Au chef de l'État, bien sûr, mais aussi au chef du gouvernement. Dès lors, pour Jacques Chirac, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes majoritaires, une réprimande par-ci, la méthode couée par-là. Pour être le vrai patron de la majorité face à François Mitterrand, le Premier ministre doit apprendre aujourd'hui à mater ses propres agités. Et au conseil politique du CDS, la formation à laquelle appartient Bernard Stasi, battu par Roland Dumas, on a affirmé aujourd'hui que Bernard Stasi serait de nouveau candidat au mois d'avril pour le renouvellement de ce poste. Et que là, le RPR devrait jouer le jeu. Déclaration de Pierre Méhaignerie, président du CDS, à Serge Misret. Le Premier ministre connaît parfaitement le rendez-vous que nous avons avec nos militants et d'autre part connaît parfaitement à la fois l'attachement à ce que la décision prise par l'UDF d'apporter sa confiance à Bernard Stasi soit confirmée. Monsieur Méhaignerie, si j'ai bien compris, vous avez l'intention de présenter à nouveau la candidature de Bernard Stasi à la présidence de la dite commission. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Non, parce que j'ai cru comprendre, même s'il y avait encore des absents, ce dont je crois quand même ils feront attention, que le Parti communiste fera payer au Parti socialiste son alliance avec le Front national. Je crois qu'il ne doit pas y avoir aucune inquiétude au sein de la majorité compte tenu de cette position de non-alliance du Parti communiste et du Front national. Le gouvernement français ayant décidé à partir de lundi d'instaurer des visas, notamment pour les ressortissants des pays du Maghreb, l'Algérie vient de décider d'imposer un visa également à titre temporaire pour les ressortissants français se rendant en Algérie. Ce matin, en l'église Saint-Louis des Invalides à Paris, office solennel à la mémoire des soldats français tombés en Indochine et dont les corps viennent d'être rapatriés du Vietnam. Le président de la République, François Mitterrand, assistait à cette cérémonie. Le président a souhaité rendre hommage dans l'Union nationale aux dizaines de milliers de soldats français morts entre 1945 et 1954 en Indochine. Le juge d'instruction chargé du dossier du Carrefour du Développement vient d'inculper et d'écrouer l'une des amies d'Yves Chalier. Cette femme aurait aidé l'ancien chef de cabinet de Christian Nucci, ministre de la Coopération, à s'enfuir. D'autre part, l'un des 11 inculpés de cette affaire met en cause l'ancien ministre socialiste qui a immédiatement démenti ces accusations. Explication Olivier Lerner. Je souhaite que la vérité soit faite, je souhaite que la lumière soit la plus totale possible. Il est bien évident que je suis à disposition, cela va de soi, pour répondre aux questions qui pourront être posées par les différentes juridictions chargées de l'affaire. Christian Nucci, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, tel est en tout cas aujourd'hui le sentiment du juge d'instruction Jean-Pierre Michaud, chargé d'éclaircir les zones d'ombre dans l'affaire du Carrefour du Développement. Christian Nucci est encore épargné par la justice, mais les témoignages accablants pour l'ancien ministre de la Coopération s'accumulent désormais sur le bureau du juge. Le dernier en date est signé Philippe Leroy, gérant de la société de transport La Socotra. Cet homme inculpé et écroué affirme avoir remis en main propre à Christian Nucci 500 000 francs provenant
de fausses factures. Christian Nucci dément en bloc cette information. Il déclare n'avoir jamais vu ce monsieur Leroy. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon Philippe Leroy, Yves Chalier lui aurait réclamé 2,5 millions de francs pour la campagne électorale du ministre. Yves Chalier, réfugié au Brésil, selon toute vraisemblance, doit savoir aujourd'hui que son contact parisien, une employée du ministère de l'Intérieur, a été écroué. Elle aurait reçu des centaines de milliers de francs provenant directement de l'association Carrefour du Développement. Yves Chalier doit savoir également que sa femme a été inculpée et pour l'instant laissée en liberté. Chalier pourrait bien réapparaître plus tôt que prévu sur le territoire français s'il se voyait privé de tout contact avec ses amis. Selon le journal Le Monde, la hausse des prix de détail serait plus importante que prévu au mois de septembre. Du fait de l'augmentation des prix pétroliers, l'estimation de l'INSEE selon Le Monde serait de 0,3 ou de 0,4% pour le mois de septembre. Au mois d'août, c'était 0,1%. Au salon de l'auto, 24 heures avant sa fermeture, on commentait les bons chiffres des immatriculations automobiles en France. Les marques françaises sont à la hausse, surtout Renault. Voilà qui console de la moindre affluence de ce salon de l'auto 86. Reportage Jean-Marc Dubois, Frédéric Pasquette. Ils ont le sourire. Les constructeurs français sont heureux, car les Français semblent décidés à acheter des voitures françaises. Une tendance amorcée depuis le début de l'année qui se confirme en septembre. Premier bénéficiaire, Renault, avec plus de 30% du marché, en tête toujours la Super 5 talonnée par la R21, qui a connu un succès immédiat. Tout comme la R11, nouveau modèle. Pour Renault, c'est donc le beau fixe. Derrière, Peugeot sort ses griffes et remonte aussi avec 20,9% du marché. Toujours en tête la 205. Elle représente à elle seule la moitié des ventes de Peugeot. Pour les chevrons sauvages, en revanche, septembre marque un léger tassement avec 11,4% du marché seulement. Mais chez Citroën, on compte beaucoup sur la nouvelle née, la petite AX. La AX, si vous voulez, renversera le mouvement. Pour nous, c'est très important, la AX. Depuis le début du salon, les voitures françaises ont donc la cote. Les raisons en sont souvent financières. Le prix aussi, et puis disons tout ce qui est service après-vente, et puis prix de la pièce détachée. Aussi, ça rentre en ligne de compte quand même dans l'amortissement d'une voiture. Mais si on vote français, c'est aussi que le cœur a ses raisons. Ah bah, je préfère les voitures françaises aux voitures étrangères. De toute façon, malgré qu'il y en a des bonnes, mais ça m'intéresse pas. Cette année au salon, les constructeurs automobiles français ont donc du baume au cœur. Les commandes ont été nombreuses. La preuve, des voitures françaises, même les étrangers en demandent. Wir wollen einen französischen Wagen kaufen. Ja? Ja. Traduisez, moi aussi, j'achète français. Sport automobile, demain vers 20h30, départ du Grand Prix de Formule 1 du Mexique. Ce Grand Prix n'est pas tout à fait comme les autres car il se déroule en altitude à plus de 2000 mètres et les moteurs souffrent. Alain Prost est en position difficile face au moteur Williams Honda de Piquet et surtout de Nigel Mansell. Commentaire Lionel Chamoulot. C'est peut-être ici, dans les stands du circuit Rodriguez de Mexico, que le titre mondial des pilotes va se jouer. Chez McLaren, l'altitude joue des tours au moteur TAG Porsche, 6 moteurs cassés hier. Dans l'équipe de Prost, on ne trouve pas la solution. En revanche, même si Berger est pour l'instant le plus rapide sur sa Benetton BMW, les deux pilotes Williams-Honda sont sereins. Mansell, leader du championnat du monde avec 70 points, et Piquet, deuxième avec 60 points, bénéficient de l'arme absolue de la saison 86, la Williams-Honda. Mansell et Piquet ont remporté 9 grands prix sur 14 disputés. Williams est d'ores et déjà champion du monde des constructeurs. L'équipe Williams, une centaine de personnes, est installée ici, à Didcot, dans la proche banlieue de Londres. Des ateliers ultra modernes, un équipement de pointe avec notamment cette soufflerie. Williams bénéficie du soutien financier énorme du motoriste japonais Honda. Honda collabore avec Williams, mais on dit que les mécaniciens britanniques ne connaissent pas l'intérieur du moteur. Le voici ce fameux moteur, 1,5 litre, double arbre à cam en tête, V6 à 80 degrés, 24 soupapes. On dit qu'une version de ce moteur était spécialement conçue et développée pour Mexico et ses 2200 mètres d'altitude. Prost aura donc à se battre face à l'équipe Williams-Honda pour conserver son titre. À 2 grands prix de la fin, il compte 11 points de retard sur Mansell et 1 sur Piquet. Ce sera dur.
Tennis, il y aura un Français en finale du Grand Prix de Toulouse, c'est Guy Forget. Guy Forget s'est en effet qualifié en demi-finale. Il a battu le Tchécoslovaque Milan Schreiber. On va voir la balle de match de Guy Forget, la balle de match victorieuse. Guy Forget a battu Schreiber 6-7, 7-3, 6-3 et enfin 6-2, le troisième set beaucoup plus facile face au Tchécoslovaque Milan Schreiber. Voici la balle de match de Guy Forget. Guy Forget rencontrera en finale de ce tournoi de Toulouse le Suédois Jan Gunnarsson. Rugby, l'équipe de France qui ira le 25 octobre à Bucarest affronter la Roumanie a été remaniée. Dans ce 15 de France, retour d'Estève, de Lorieux et de Tchaikovsky. Puis les débuts internationaux du Biterrois Carminati et de Béraud, d'Agen à l'aile. Football, je regarde vers le Parc des Princes depuis plus de 20 minutes maintenant. France-URSS, où on en est, Lionel Chamoulot? Eh bien toujours 0-0, un match qui a commencé pourtant très rapidement, beaucoup d'occasions des deux côtés, avec notamment un coup franc des soviétiques sur le poteau. Joël Bat a été sauvé par son poteau. En tout cas, c'est un match déterminant dans ce groupe de qualification pour l'Euro 88, puisque vous le savez, l'équipe de France et l'équipe soviétique sont les favoris de ce groupe pour se qualifier pour le championnat d'Europe 1988. En tout cas, un match très intéressant. On note le retour de Michel Platini et on espère qu'après le mondial, eh bien, l'équipe de France va réussir à gagner, à marquer des buts. En tout cas, un match très intéressant à suivre où les deux équipes se sont créées beaucoup d'occasions. Pour l'instant, toujours 0-0 après 21 minutes de jeu. Merci Lionel. Il y avait un tiercé aujourd'hui. Voici l'ordre d'arrivée de ce tiercé 11 As 13. Et dans l'ordre pour 5 francs, cela donne 5 451 francs. Et dans un ordre différent, 656 francs. C'est donc le tiercé d'aujourd'hui. Et puis on va parler du tiercé de demain. Auparavant, vous allez nous parler des chevaux d'obstacles. Or, on court encore sur le plat pourtant. Mais oui, mais parce que vous venez de parler du tiercé d'aujourd'hui, justement, qui se courait à Auteuil. Et vous savez qu'on va en parler de plus en plus. Bon, d'accord. Mais oui, de plus en plus, parce que dans 3 semaines, eh bien, c'est Auteuil qui prendra la relève de Longchamp avec le tiercé dominical. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est ce sport qui est terriblement spectaculaire mais dangereux, eh bien, je vous propose de regarder ce petit reportage que nous avons fait cette semaine. Quand les chevaux d'obstacles viennent courir à Auteuil, il faut qu'ils soient dressés à la perfection. Ils doivent galoper très vite et sauter sans hésiter, dans la foulée, tout en prenant appel sur la bonne jambe. Aussi, pour ne pas risquer l'erreur, il faut qu'ils soient parfaitement mécanisés. Avec le dressage, une mise en confiance est nécessaire. Pour cela, les chevaux font tout d'abord connaissance avec l'obstacle en venant le regarder avant de le sauter. Et à l'entraînement, ils travaillent sur des obstacles plus petits qu'en course. Si on saute des trop gros obstacles, exactement les mêmes obstacles à Auteuil, quand les chevaux, on va les emmener à Auteuil, ils vont sauter très très gros, ils vont perdre 2 ou 3 longueurs à chaque obstacle. Et il faut sauter, enfin à mon avis, je peux peut-être me tromper, mais enfin, il faut sauter des obstacles un petit peu plus petits afin que quand ils arrivent à Auteuil, ils ne sautent pas trop gros. Vous avez des chevaux qui sautent très gros, qui font beaucoup d'efforts, et au bout de 5, 6, 10 obstacles, ils sont fatigués parce qu'ils ont fait trop d'efforts. Et en réalité, il faut les sauter énormément pour qu'ils soient mécanisés, qu'ils sautent sans faire d'efforts en réalité. Les jambes des chevaux d'obstacle sont protégées par des bandages ou des guêtres et leurs boulets portent des cloches en caoutchouc pour qu'ils ne se fassent pas d'atteinte. Mais l'accident ne peut pas toujours être évité. Lundi, je suis tombé à la rivière des Tribunes à Enghien et bon, j'ai mal roulé sûrement, je pense. Et qu'est-ce que vous êtes fait? Une fracture de la main. Est-ce que vous avez l'impression en tant que jockey que tous les chevaux aiment l'obstacle, aiment sauter? Il y en a quand même qui n'aiment pas ça au départ, mais ils s'y font. Il y en a qui sont obligés de s'y faire parce qu'on les oblige, mais ça devient quand même... déjà au départ c'est un geste naturel, alors je pense que par la suite ils s'y font. En tant que propriétaire, vous avez des chevaux d'obstacle parce que vous aimez l'obstacle? C'est le seul moyen pour rentabiliser une écurie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent et pas trop de concurrence. Et avoir une écurie d'obstacle, c'est rentable pour vous? Oui, absolument. Il faut savoir acheter des chevaux pas trop chers et les vendre cher. Et en même temps, c'est un sport que vous aimez? C'est passionnant. Pourquoi? Il faut aller aux courses. Il y a du spectacle. C'est un spectacle qui vous fait pas un petit peu peur quand vous avez vos chevaux qui sont en course justement? Ah ben lorsque vous sautez, vous regardez la haie, si la casaque est toujours sur le dos. Ça c'est terrible, il faut qu'elle passe de l'autre côté. Ça c'est du sport. Alors donc dimanche dernier avec le prix de l'Arc de Triomphe, nous avons eu une réunion exceptionnelle. Le programme de demain n'est pas aussi fort. Ça c'est le début de notre partie. Allez-y, continuez, je vous en prie. Oui, alors eh bien demain ça ne sera pas aussi passionnant, aussi fort que dimanche dernier avec l'Arc de Triomphe, mais ça ne manquera pas d'intérêt parce qu'il y aura tout de même une course classique. Le Grand Critérium qui va désigner le meilleur poulain de 2 ans de l'année. Et puis bien sûr le tiercé. Alors le tiercé sera parrainé demain par notre confrère Le Matin de Paris. Il s'agit d'une course à handicap longue de 2000 mètres qui
s'adresse tout spécialement aux juments. Elles sont âgées de 3 ans et plus. Alors, il y aura 19 concurrentes qui s'aligneront dans les boîtes de départ. Et puis, parmi toutes ces concurrentes, eh bien maintenant, je vous propose le pronostic suivant, avec en tête Danubia, le numéro 12, suivi de Patney, le numéro 8, Go The Music, le 3, Smiling Beauty, le numéro 6, Jolie Note, le numéro 4, Grenadilla, le numéro 7, Dagobert's Fiasco, le 18, et Evenly Pearl, le numéro 11. Je vous répète leur numéro, 12, 8, 3, 6, 4, 7, 18, 11. Et puis je n'ai pas résisté à l'envie de vous repasser les images de l'Arc de Triomphe. Ce sont les concurrents qui vont prendre le départ pour l'Arc de Triomphe, vous voyez sur les images. Merci. Le parolier Maurice Vidalin vient de mourir à l'âge de 62 ans. Il était l'auteur de très nombreuses chansons à succès que vous connaissez très certainement, comme Les Boutons Dorés, Les Tantes Jeanne, Quand Jules est au violon, Le Petit Oiseau de toutes les couleurs. Parution d'un nouvel album de Guy Béard, un album intitulé Demain je recommence. Guy Béard avait cessé d'écrire depuis 5 ans. Il a réussi à vaincre une longue maladie, comme on dit avec pudeur. Demain je recommence chante maintenant Guy Béard, rencontré par Nicole Cornu-Langlois et Gilbert Uzan. C'est en chanson et en cuisine que on s'exprime le plus profondément. Et que l'on touche tout le monde, grand, petit, moyen, vieux, jeune, poète, savant, inculte, voilà. Bon, nous allons boire le café. Le nouveau Béard est arrivé, guéri, aguerri, plus incisif, plus optimiste, toujours lucide. C'est un combat pour le réenchantement. Rebonjour les copains, à moi les lendemains de chansons nouvelles. Je me suis détendu pendant 2 ans à la suite de diverses histoires et maintenant, des années après, je ressors avec un disque nouveau. Donc, pendant au moins 3-4 mois, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de détente. Voilà. Alors on va aller ailleurs. Mais demain, je recommence. Mais demain, je vais retrouver ma chance, c'est certain. J'ai gardé comme une flamme qui éclaire un peu mon âme. J'ai craqué une allumette dans ma tête. Adieu ma chance, adieu destin. Il y a 2 sentiments forts, le regret, la nostalgie du temps passé et l'espérance. Je crois que ce qui ressort le plus, c'est l'espérance. L'espérance, pas folle, mais les vraies espérances. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai réussi à me marrer, à rire de notre temps. Il y a même une chanson qui parle de la violence. Ô Jéhovah, mon Dieu confond les religions, bureaucratie. Il essaie d'écrire depuis 5 ans. Il a réussi à vaincre une longue maladie, comme on dit avec pudeur. Demain je recommence chante maintenant Guy Béard, rencontré par Nicole Cornu-Langlois et Gilbert Uzan. C'est en chanson et en cuisine que on s'exprime le plus profondément. Et que l'on touche tout le monde, grand, petit, moyen, vieux, jeune, poète, savant, inculte, voilà. Bon, nous allons boire le café. Le nouveau Béard est arrivé, guéri, aguerri, plus incisif, plus optimiste, toujours lucide. C'est un combat pour le réenchantement. Rebonjour les copains, à moi les lendemains de chansons nouvelles. Je me suis détendu pendant 2 ans à la suite de diverses histoires et maintenant, des années après, je ressors avec un disque nouveau. Donc, pendant au moins 3-4 mois, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de détente. Voilà. Alors on va aller ailleurs. Mais demain, je recommence. Mais demain, je vais retrouver ma chance, c'est certain. J'ai gardé comme une flamme qui éclaire un peu mon âme. J'ai craqué une allumette dans ma tête. Adieu ma chance, adieu destin. Il y a 2 sentiments forts, le regret, la nostalgie du temps passé et l'espérance. Je crois que ce qui ressort le plus, c'est l'espérance. L'espérance, pas folle, mais les vraies espérances. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai réussi à me marrer, à rire de notre temps. Il y a même une chanson qui parle de la violence. Ô Jéhovah, mon Dieu confond les religions, bureaucratie de ta croyance, qui ensanglante nos régions de leur vengeance. Ô Jéhovah.
On n'a pas du tout utilisé, bien que je les aime beaucoup, les ordinateurs, les synthétiseurs. On a joué en direct avec des guitares, une basse, bien que les instruments, je les ai tous, afin de faire un disque vrai et qui touche au cœur. Voilà. Je ne vous entends plus les gars, dans ma tête il y a du dégât, vous ne me reconnaissez plus, c'est bien vu. Je regarde toutes les photos du passé, d'abord parce qu'on fait des livres maintenant avec ça, et surtout pour tourner la page, pour commencer en quelque sorte une nouvelle année, une bonne nouvelle année vierge. Je vais retrouver ma chance, c'est certain. Je reste dans la musique pour vous conseiller ce superbe livre de Francis Podras aux éditions L'Instant. Ça s'appelle La danse des infidèles et c'est Bud Powell. C'est tout le film autour de minuit que vous pouvez voir actuellement en France sur les écrans. Et puis Philippe Manœuvre d'Antenne 2, Les enfants du rock. C'est un roman, enfin c'est une histoire romancée des enfants du rock. C'est par Philippe Manœuvre que vous retrouverez notamment ce soir sur Antenne 2. On retrouve Laurent Boussier pour la météo. Absolument, et moi je vais aussi rester dans la musique en paraphrasant Lio et en vous disant que demain les brumes ne compteront pas pour des prunes. C'est normal, il y a même danger, les brumes et les brouillards rendront demain la visibilité extrêmement réduite, donc attention, danger. Cela dit, il fera beau dans la journée. Regardez la photo satellite prise cet après-midi par Météosat. Toujours lui, il y avait un anticyclone sur l'Europe de l'Est, et bien il y en a un nouveau sur l'Angleterre. Ce qui fait que le temps d'aujourd'hui qui était sur l'Angleterre très très beau va venir demain en France. On a donc du soleil sur la carte du temps prévu, du soleil après que les brumes et les brouillards matinaux se soient dissipés. Brume, brouillard, brume partout demain matin, donc attention, visibilité extrêmement réduite, alors que dans la journée il fera beau de la Bretagne au nord et au sud, avec quand même sur les Pyrénées des orages pré-orageux qui viendront d'Espagne et qui donneront donc des risques d'orage dans l'après-midi, et puis des brouillards qui persisteront très longtemps sur le nord et sur l'est de la France. Côté température, tout va bien, elle reste extrêmement stationnaire, de 15 à 18 degrés sur la moitié nord avec 17 degrés à Paris, et de 20 à Limoges jusqu'à 23, 24 et même 25 degrés à Marseille, qui sera une fois de plus la ville la plus douce de France. Notre agenda demain sera le dimanche 12 octobre, le voilà qui arrive. Le soleil se lèvera à 7h07, se couchera à 18h06. 3 minutes de soleil en moins, ce sera la soin Wilfried. Bernard Pradino, à minuit, vous présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. À demain 20h. Bonsoir. Merci.